Bonjour tout le monde. Alors, je suis aujourd'hui très heureux, beaucoup de traits, très ravi d'avoir avec moi un invité exceptionnel, un invité de marque, un guest qui va nous raconter sa vision de la science et beaucoup d'anecdotes, j'espère. Anis Larbi, bonjour. Aslama, bonjour à tous. La vie est belle? Très belle. C'est parfait. Alors, pour les gens qui ne te connaissent pas, Anis, c'est qui Anis Larbi? Qu'est-ce qu'il a fait comme études? Sur quoi il travaille? Mets-nous dans ton contexte, Anis, s'il te plaît. D'accord. Bah, tout d'abord, merci pour cette invitation. C'est vraiment des entrevues très intéressantes. Et on se connaît depuis quelques années maintenant. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Anis Larbi, je suis immunologiste. Je travaille à Singapour. Et en fait, mon parcours, il est un peu, il n'est pas très linéaire parce que j'ai étudié, en fait, j'ai grandi en France, à Lyon, qui est une très belle ville, très bonnes universités et écoles. Mais après le undergrad, donc le bac plus 2, je sentais une limitation, tu vois, d'un peu dans ce que je voulais faire par rapport à ce qu'on m'offrait. Et donc, j'ai choisi en fait de quitter la France. Et donc, j'ai été au Canada. Et un peu par hasard, hein, donc c'est beaucoup des rencontres humaines et un peu de chance. Et le cocktail des deux qui font que j'ai atterri en fait au Canada pour un stage à la base. Et puis, je suis resté finalement 5 ans. Et donc, j'ai fait une thèse en immunologie dans le laboratoire de l'Université de Sherbrooke, qui est pas loin de Montréal, qui était pour moi une excellente expérience. Parce que je suis arrivé dans un labo, encore là, c'est aussi des échanges humains et certains individus qui vont changer le parcours de chacun d'entre nous. Je suis tombé avec quelqu'un qui était très ouvert et c'est ce que je recherchais. J'avais ressenti un peu de limitation dans les différentes expériences que j'ai pu avoir en France à travers mes stages avec des professeurs. Ouais. Donc, j'avais un peu du mal avec cette relation. La science, c'est quelque chose pour moi d'ouvert et où on doit communiquer. Et donc, j'ai eu la chance de trouver Dr. Fulop, qui était au Canada, avec qui je collabore toujours. Donc, il y a une vie après le PhD. Absolument. Donc, on travaille toujours ensemble et on collabore justement sur différentes études sur l'immunologie et le vieillissement. Et en fait, à la suite de mes 5 années au Canada, j'ai été recruté à l'université de Tübingen, que tu dois connaître. Absolument. Euh, je suis resté 4 ans en Allemagne, donc j'ai continué à travailler sur l'immunologie. J'ai accéléré mes connaissances en cytométrie, l'analyse cellulaire, cytométrie de flux. Et par la suite, j'ai aussi développé mes petits projets sur le vieillissement. Et à la suite de ça, j'ai été recruté par l'Institut d'immunologie de Singapour. Donc, ils ont monté un institut d'immuno en 2008 par Philippe Korulski. Encore une fois, c'est tout le temps des rencontres et des contacts et des opportunités. Et donc, ils m'ont contacté justement pour rejoindre l'équipe, pour monter, monter la plateforme de cytométrie, et deux, monter un programme sur le vieillissement, l'immunologie du vieillissement, ce que je faisais depuis plusieurs années. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça fait 10 ans que je suis à Singapour. Donc, ça fait 20 ans que j'ai quitté le lieu dans lequel je vivais en France, justement pour la recherche. Donc, c'est aussi un des aspects de la recherche, cette mobilité qui est intéressante. Hmm. Certains n'ont pas bougé, mais moi, c'est assez. J'aime ça. Mais là, ça fait 10 ans, 10 ans ouais. J'ai fait moins 30 plus 30 en température, donc là, ça va. Mais voilà, donc et ça fait 10 ans que je fais ça maintenant à Singapour. Donc, j'ai mon labo, j'ai deux casquettes, je fais de la recherche et j'ai aussi une plateforme de cytométrie qui sert aux utilisateurs à Singapour. Et ça va, je m'éclate pas mal. Très bonnes opportunités forcément à Singapour, Ouais. surtout au début quand c'était la phase de montage de projet et de l'institut, donc on a pas mal contribué. Donc c'est une expérience assez enrichissante. Ok. Alors, Anis, je rebondis un peu sur ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire les rencontres humaines, les différents pays, les différents continents. Et je suis assez curieux, en fait, de connaître, voilà, de savoir, le fait de vivre sur, comment dirais-je, le fait d'avoir vécu dans plusieurs pays, avec plusieurs
cultures, avec plusieurs façons de voir, je ne vais même pas dire la science, mais la vie. Est-ce que ça t'a changé? Est-ce que ça a fait de toi une personne différente? Est-ce que le contact avec tes étudiants, le contact avec les collaborateurs, il a changé? Est-ce que ta façon même euh, de vivre, elle a changé? Forcément, mais j'ai envie de dire aussi, ça va dans les deux sens. C'est aussi quelque chose que je recherchais moi. Donc, il faut déjà à la base avoir une personnalité un peu ouverte, curieuse, et pas avoir trop peur peut-être de se casser la gueule un peu, mais ça fait partie de. Il faut avoir un peu, j'allais dire, ce courage-là d'aller de l'avant. Et c'est sûr qu'après, on réceptionne beaucoup de choses. Et c'est très, très, très enrichissant au niveau personnel et au niveau professionnel parce que ça t'apprend à travailler avec différents types de personnes. Il y a différents écosystèmes. La recherche médicale au Canada, c'est pas la même qu'en France, c'est pas la même qu'en Allemagne, c'est pas la même qu'à Singapour. Moi, je parlais pas allemand, je parle toujours pas allemand d'ailleurs. J'ai quand même survécu 4 ans en Allemagne. Et voilà, donc tu apprends un peu à comment est-ce que tu vis dans un écosystème où tu ne parles pas la langue. Même si on est en 2020, même si j'ai fait des études, je suis revenu dans un environnement où peut-être c'est des choses qui sont arrivées peut-être dans les années 50, 60, dans les périodes migratoires. Et en fait, j'ai revécu ça un petit peu. Et tu apprends en fait à gérer ça. Il faut apprendre à gérer ça. C'est sûr que si aujourd'hui tu prends quelqu'un qui ne parle pas la langue et par exemple qui ne parle pas chinois et que tu le poses en Chine avec un environnement 100% chinois, ça va être très difficile. Il faut être ouvert à ça. On va survivre, mais il faut être ouvert à ça. Donc c'est vraiment des choses qui m'ont aidé dans mon parcours, je pense. Ça m'a permis d'être plus patient, d'être plus attentif aussi aux autres, voilà, à la façon dont ils travaillent, à la façon dont on communique aussi. Donc ça aide aussi à avoir un peu plus de diplomatie peut-être dans les collaborations. C'est pas le même type d'interaction en Asie qu'en Europe. En Asie, je veux dire à Singapour, c'est quelque chose que je discute beaucoup avec mon staff, mon équipe. Très rarement, on va vous dire non. Est-ce que tu peux faire ça? Non, ça n'existe pas. On va te dire should be, can be, tu vois. Mais en fait, ça veut dire non. Donc, il faut que tu apprennes aussi à ce genre d'interaction. Ouais. Faut que tu apprennes les codes. Oui, oui, c'est super. Il faut apprendre les codes. Et il faut pas arriver avec ces codes à soi et les imposer. Faut être comme des enfants, il faut être des éponges. Il faut absorber tout ce qu'il y a autour. Et bien sûr, il faut faire le tri. Ce qui est important, c'est de faire le tri et de quand même garder son identité et de garder sa personnalité parce que c'est ce qui fera la différence. C'est pas forcément la capacité à digérer ce que les autres font. Il faut avoir une certaine originalité. Je pense à avoir un peu de cette originalité, comme je pense que tu peux en avoir aussi un petit peu, qui fait que bon, bah, tu passes à travers les difficultés et tu essayes d'avancer. Absolument. Alors, Anis, une autre question là, parce qu'on a parlé passion. Est-ce que, après toutes ces années, est-ce qu'il y a toujours de la passion? Est-ce qu'il y a toujours de l'amour? Et est-ce qu'il est réciproque avec la science que tu fais? Est-ce que l'amour est réciproque? Faudra en parler aux reviewers des papiers qu'on a. Je viens d'avoir une déception amoureuse juste hier. Disons que il faut savoir en fait qu'est-ce qui t'attend. Dire le métier de chercheur et la recherche médicale. Je dis souvent à ceux qui commencent dans mon équipe, qui commencent un PhD, je leur dis la recherche. Très souvent, c'est 90% de failure et 10% de succès. Et sur ces 10% de succès, on en publie 10%. Voilà. Donc, c'est pour un peu préparer mentalement que c'est pas de la production. On ne va pas fabriquer des objets et que ça va être à 100% de réussite ou 99% de réussite. La recherche, c'est vraiment il faut développer une curiosité, développer des idées, des hypothèses. Et ça se peut que ça ne marche pas. Bon, c'est sûr que plus l'idée sera réfléchie, aboutie, partagée, et il y aura plus de cerveaux qui vont contribuer, il y aura plus de chances que ça aboutisse. Mais je pense que c'est quelque chose qui est très important. C'est que c'est pas un métier en fait. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que
quand j'engage un postdoc, surtout au niveau des postdocs, je leur dis, si vous cherchez un job, allez ailleurs. Parce que c'est pas essayer pour essayer d'imposer une certaine mentalité, c'est le métier de la recherche, il faut une passion, d'accord? Et ça nécessite que des fois, on fasse des horaires un peu bizarres, qu'on travaille très dur, qu'on voyage. Ça, c'est la partie un peu plus agréable. Ça donne aussi des opportunités de discuter et de travailler avec des gens. Ça, c'est aussi quelque chose d'agréable. Mais c'est beaucoup de travail. Et pour des fois, des choses, on n'est pas sûr d'arriver au bout, en fait. Et je pense que moi, c'est ça qui me motive, en fait. Ça ne doit pas être vu comme un obstacle. Moi, c'est ça qui me motive. Donc, si le challenge motive, c'est sûr que la motivation va rester, la passion va rester avec le temps. Après, il y a des aléas du travail, la partie administrative, la partie recherche de fonds, écrire les grants. Là, c'est pareil, 90% de failure, 10% de réussite. Et voilà, donc, mais ça, c'est un des rares métiers, j'en discutais avec des amis, c'est un des rares métiers où tu étudies donc après un bac +8 plus ou moins, et tu fais un postdoc éventuellement, et très souvent tu dois aller chercher l'argent pour payer ton propre salaire. Absolument. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir aussi par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le système. On a beaucoup de discussions par rapport à l'éthique scientifique en ce moment. On l'a vu récemment avec ce qui se passe avec le Covid. Et je pense qu'il faut poser cette question-là. Et c'est aussi aux jeunes générations qui arrivent de réfléchir et de contribuer et de montrer de la voie pour mettre en avant ce genre de choses qui pour moi ne sont pas tout à fait normales parce qu'on contribue à la société, on contribue à mieux comprendre les pathologies, on contribue à allonger la durée de vie en santé, c'est exactement ce que je fais, le vieillissement. Et au final, on doit aller en limite mendier pour travailler. Dans certains cas, c'est pratiquement ça. D'accord ? Donc, c'est sûr que si on cherche un environnement tranquille, 10 semaines de congés payés, 9h, 17h, et voilà. C'est pas là qu'il faut aller. C'est pas trop là, ouais. Mais c'est exactement pourquoi on fait ça. C'est parce que, voilà, nous, on aime le challenge et c'est un des challenges. Mais après, il y a des parties qui sont extrêmement réjouissantes dans ce travail. Quand un étudiant passe sa thèse, quand un étudiant réussit à avoir une position dans un très bon labo, quand l'équipe travaille d'arrache-pied et de bonne humeur sur des projets, quand les papiers passent, quand les grants sont acceptés, les promotions personnelles, ça c'est très réjouissant et c'est ce qui permet de garder la motivation. Donc il faut toujours se garder des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Sinon, c'est usant, effectivement. Alors, j'allais te poser la question à laquelle j'essaie de… Comment je vais expliquer ça? J'allais te poser la question, on va dire, sur laquelle j'ai axé ce genre d'interview, mais tu as très bien anticipé, donc l'utilité de notre travail, de ton travail, c'est-à-dire de la satisfaction personnelle, aussi le fait de pouvoir contribuer à bâtir l'édifice de la connaissance, tu l'as très bien dit. Et du coup, si on peut alors résumer rapidement ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire c'est de la frustration, mais c'est une frustration qui finit généralement en apothéose, c'est ce que moi j'allais dire, parce qu'on a beaucoup d'échecs, mais quand on trouve un truc, c'est orgasmique, c'est moi en tout cas c'est ce que je sens, et puis c'est ne pas un métier comme tu dis, c'est quelque chose où on doit mettre beaucoup de passion, on doit mettre beaucoup d'énergie, mais est-ce que ce n'est pas difficile alors? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme des autistes à la fin par rapport à notre environnement familial? Le fait est qu'on est omnibulé comme ça. Ouais, c'est une très bonne question. C'est sûr qu'il faut c'est un métier qui est très prenant.
mais après, il faut aussi que les gens autour de toi puissent comprendre ce que tu fais. Donc, il faut aussi expliquer, que ce soit le partenaire, que ce soit les enfants. Il faut expliquer. Bon, généralement, ils comprennent. Bon, c'est toujours difficile d'expliquer pourquoi tu dois ramener ton ordinateur en week-end familial. Ça sert pour les enfants pour regarder leurs vidéos, mais quand il s'agit de le prendre et de travailler et de faire ce qu'on fait là, par exemple, voilà, c'est un peu plus difficile de comprendre. Mais disons, mais c'est vrai que c'est pour ça que la recherche, il y a aussi différentes façons de faire de la recherche. D'accord? Il y a la recherche académique, il y a la recherche aussi en industrie. Il y a différentes façons de contribuer à la recherche. Il y a les gens qui s'occupent plus de facilitateurs de la recherche, de valorisation de la recherche. Je sais qu'en Tunisie, ils ont des bureaux de valorisation de la recherche, par exemple, qui ont été établis. Donc, il y a tout l'écosystème de la recherche. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Est-ce que tu veux faire ça pendant 40 ans? Est-ce que tu vas tenir 40 ans? Est-ce que tu vas être capable justement de garder l'écosystème professionnel, familial, et amical, etc., toujours autour de toi et ne pas, toi, t'enfermer tout seul dans ta recherche et finir tout seul sur une île, tu vois? Mais, et ça, il faut réfléchir et c'est une question très pertinente que tu poses et c'est une question que je me pose beaucoup parce qu'effectivement, c'est des choses qu'on veut forcément, disons, faire le plus longtemps. Ok, la recherche, mais il y a d'autres façons de la faire. Et c'est vrai que moi aussi, je me pose la question, je me la suis posée beaucoup récemment, c'est est-ce que je vais continuer à faire ça toute ma vie? Est-ce que je ne vais pas faire de la recherche dans un autre cadre, d'une autre façon, contribuer autrement? Parce qu'avec les années, tu acquiers de l'expérience et après, c'est peut-être plus la recherche en tant que telle, le labo, mais c'est peut-être l'aspect translationnel, peut-être où tu es meilleur, peut-être que tu peux contribuer de cette façon-là ou d'une autre façon en fait. Et donc, c'est une question pertinente et c'est pour ça que la carrière, elle est importante dans le développement de la carrière d'un chercheur. Il faut y réfléchir. Il ne faut pas juste baisser la tête, faire un PhD et après le PhD se dire je vais faire ça pendant 40 ans. Peut-être, hein, on a besoin de gens comme ça. On a besoin de gens aussi peut-être qui évoluent dans leur carrière, qui peuvent contribuer d'autres façons. Absolument. Anis, c'était fantastique. J'espère que nous avons réussi à faire bouger un peu les choses à travers cette petite interview. Je t'embrasse beaucoup. Très bonne fin de journée et à tous les followers de ce programme. À très bientôt avec d'autres invités exceptionnels qui vont nous raconter d'autres histoires exceptionnelles. Anis, bye bye. À très bientôt. Merci à tous. Merci Mohamed. C'était super. Bye bye. Bye. Yeah, we can be heroes just for one day.